Bien, bon, bah, on y va. Alors, je ne sais pas si vous réalisez que, en fait, pour notre intervenante maintenant, Madame Belleville, qui nous vient de l'Université de Laval au Québec, eh bien, il est 3 heures du matin. Et donc, elle a d'autant plus de mérite de vous parler si tôt le matin. Alors, Madame Belleville est professeure adjointe depuis 2009 à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Laval, vous le savez puisque vous l'avez lu dans votre guide, et psychologue certifiée en thérapie cognitivo-comportementale. Donc, elle va vous parler de sa recherche en psychologie clinique qu'elle applique à des exercices comme l'écriture d'une thèse. Alors, ce que vous avez écrit, en fait, je trouvais très intéressant ce que vous avez écrit parce que c'est vrai que c'est au fond une angoisse d'écrire une thèse. Et personnellement, je donne souvent le conseil à mes doctorants de commencer à écrire très très tôt. Et autrement dit, de lire et d'écrire en même temps. Et je voudrais juste évoquer un titre d'un ouvrage que j'aime beaucoup, c'est « En lisant, en écrivant » de Julien Gracq. Et je pense qu'en lisant cet ouvrage-là, d'ailleurs, que j'ai lu moi-même pendant l'écriture de ma thèse, eh bien, c'est là que je me suis dit que c'était la lecture qui allait provoquer l'écriture. Et donc, je ne sais pas si c'est ce que nos intervenants d'aujourd'hui vont vous dire, mais en guise d'introduction à la matinée, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, je donne tout de suite la parole à Madame Belleville, qui a écrit « Assieds-toi » et « écris », c'est une injonction très forte. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vous me comprenez bien aussi? Oui, parfait. Donc, j'ai oublié juste de dire une chose, c'est que Madame Belleville préfère que vous lui posiez les questions pendant son intervention. Donc, si vous n'hésitez pas à l'interrompre, à lever le doigt pour l'interrompre, ça peut poser un problème pour la question de l'image. D'accord. Parfait. Excusez-moi. Puis, bon, s'il y a des gens qui sont un peu trop gênés de la caméra, je pourrais répéter la question au micro aussi, là, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. J'ai fait un long chemin pour venir vous voir, mais je suis très contente d'avoir été invitée. Je regardais votre programme et je ne sais pas si vous réalisez à quel point vous êtes chanceux de pouvoir assister à toute cette panoplie d'ateliers sur le doctorat. J'aurais bien aimé pouvoir assister à ce genre de conférence-là quand j'y étais. Donc, moi, j'ai terminé mon doctorat en 2006 et depuis 2009, je poursuis une carrière de professeur en psychologie à l'Université Laval qui est en fait située à Québec. Au Québec, au Canada. Donc, je me spécialise comme psychologue dans le traitement des troubles du sommeil, de l'anxiété et du stress post-traumatique. Donc, mais si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'écriture de la thèse, mais c'est vraiment un sujet qui peut vous faire perdre le sommeil, qui peut vous causer beaucoup d'anxiété et pour certains qui peuvent même devenir constituer un certain événement traumatique. Donc, vous avez peut-être du mal à comprendre mon accent et nos expériences universitaires sont certainement différentes, mais s'il y a une chose qui nous unit, c'est vraiment l'horrible sentiment de confusion qu'on peut tout le monde ressentir quand vient le temps de rédiger la thèse. Oui, je voudrais bien, mais comme ça? C'est mieux comme ça? Parfait, allons-y. Donc, la rédaction de la thèse, quand on y pense, quand on lit là-dessus, avant d'entreprendre un doctorat, ça devrait être bien, bien simple. Là, on devrait passer d'une idée qui nous vient très, très simplement dans le cerveau jusqu'à la commande motrice des mains qui vont aller taper sur le clavier pour bien facilement transmettre cette idée-là par écrit, mais pour les personnes qui ont commencé, habituellement, là,
c'est beaucoup moins simple que ça. Ça devient très, très épeurant. C'est un processus qui va provoquer beaucoup de confusion, d'insécurité, de peur, comme cette petite bande dessinée l'exprime très bien. Alors, de quoi je veux vous parler aujourd'hui pour la réussite académique? Et je pense que ce qui est important d'abord, c'est de définir ensemble la réussite académique, la réussite universitaire. Qu'est-ce qu'on entend par quelqu'un qui réussit bien à l'université? Quelqu'un qui réussit bien son doctorat, un bon doctorant, je pense qu'il arrive à faire autre chose que son doctorat. Donc, qu'il arrive à travailler de façon efficace quand il est au travail, mais qu'il arrive à avoir une vie à l'extérieur du doctorat. Et ça, je pense que c'est la chose la plus difficile à atteindre. Donc, quelqu'un qui réussit bien son travail arrive à faire autre chose dans sa vie, à penser à autre chose qu'à son doctorat et à avoir de l'énergie pour faire autre chose. Donc, la réussite ne relève pas seulement de la quantité de travail que vous pouvez investir dans une tâche, mais bien de sa qualité, de son efficacité, de son organisation. Et je pense que c'est important à entendre parce qu'à l'université, particulièrement, on peut avoir l'impression que plus on travaille au niveau quantitatif, plus on met d'efforts, plus ça va rapporter à la fin. Alors que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est un piège qui peut mener facilement justement à l'angoisse, à l'anxiété et éventuellement à l'épuisement et à l'abandon, ce qu'on ne souhaite personne. Donc, ce qui va nous empêcher, justement, ce qui va nous aider à bien organiser notre travail, à être efficace et à donner une bonne qualité de travail dans les temps qui sont alloués au travail, c'est définir des périodes de temps pour la rédaction, développer des objectifs, distinguer 3 étapes bien spécifiques dans la rédaction, démystifier l'inspiration, on va faire ça ensemble ce matin, diminuer la procrastination, je ne dis pas éliminer parce que je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais je pense que c'est quasi impossible de se dire qu'on ne procrastinera jamais. Le perfectionnisme, par exemple, détruire le perfectionnisme complètement, travailler à s'accepter imparfait et enfin discuter et savoir vivre. Donc, commençons par le premier sujet, définir des périodes de temps pour la rédaction. Pour réussir votre thèse, pour réussir à écrire, que ce soit seulement la thèse ou toutes les autres tâches de rédaction qui arrivent dans le parcours universitaire, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est bloquer du temps dans votre agenda à cet effet-là. Maintenant, s'il y a des gens qui ont autre chose à faire, vous pouvez quitter parce que c'était vraiment le message principal que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Si vous voulez réussir votre thèse, bloquez du temps dans votre horaire, dans votre agenda pour le faire. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, c'est une tâche ô combien difficile parce que les activités d'écriture sont les plus faciles à repousser. À dire, finalement, j'ai un travail d'équipe, je vais sacrifier ma période de rédaction. Et quand je dis de réserver du temps pour le faire, je dis vraiment concrètement prendre son agenda, son crayon ou son ordinateur ou son téléphone, peu importe, et bloquer du temps. Prendre un rendez-vous avec soi-même consacré uniquement à la rédaction. Donc voilà, le reste, des détails. Bloquer du temps pour la rédaction va vous permettre d'éviter ceci, qui représente bien, je trouve, l'espèce de, aussitôt qu'on arrive aux études graduées, l'espèce de mentalité qu'on devrait toujours être en train de travailler, mais surtout qu'on devrait toujours être en train d'écrire sa thèse. Donc ici, on voit bien, je ne sais pas si les gens sont familiers avec les PhD Comics ici, mais sinon, là, allez-y rapidement vous inscrire à l'infolettre. C'est un must pour tout étudiant au doctorat. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul et que même de l'autre côté de l'océan, il y a un paquet de gens qui vivent exactement les mêmes choses que vous.
Donc ici, on a Célia qui se réveille le matin ou qui n'est pas capable de s'endormir le soir et qui se dit qu'elle devrait être en train d'écrire. En train de manger, elle se dit qu'elle devrait être en train d'écrire. En train de voyager, elle se dit qu'elle devrait être en train d'écrire. Et finalement, quand elle se retrouve devant son ordinateur, elle sait qu'elle devrait être en train d'écrire, mais elle semble être complètement bloquée. Donc, définir des temps, des périodes de temps pour la rédaction va vous empêcher justement de toujours vous demander ou toujours vous dire que vous devriez être en train d'écrire parce que c'est déjà fixe. Hein, si je dis que j'écris du lundi au vendredi de 8h à 10h, le mercredi à 14h, je ne me dis pas je devrais être en train d'écrire. J'ai dit, j'ai écrit ce matin et je vais écrire demain matin, donc à 14h, je n'ai pas besoin d'écrire. Donc déjà là, on enlève une pression mentale énorme qui va nous laisser de l'énergie pour faire autre chose. Pour définir ces périodes de temps pour la rédaction, tout d'abord, il faut établir à l'avance la durée. Comme je vous disais, il faut vraiment prendre un rendez-vous avec soi-même et bloquer. Moi, je fais toujours ce signe-là avec mes mains. Je me suis rendu compte que je dessine le carré que je fais dans mon agenda où je mets. Dans le fond, j'entoure de 8h à 10h et j'assure le carré pour vraiment ne pas pouvoir me mettre de rendez-vous là. Et c'est une période bloquée pour la rédaction parce que je travaille encore avec des agendas papier. Là. Ça, je trouve ça c'est un petit peu rétro, mais bon, ça fonctionne bien pour moi. Oui, juste avant. Non, je recule un peu. Regardez vos agendas. Regardez si vous avez vous-même pris des rendez-vous récemment pour écrire. Et regardez si les périodes sont longues, sont courtes. Est-ce qu'elles ont un début et une fin? Est-ce que c'est inscrit? Est-ce que vous en avez plusieurs prévus d'avance? Est-ce que vous en avez trop prévus d'avance qui fait en sorte que dans 4 semaines, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire? Et pour tous ceux qui n'en ont pas, j'aimerais ça qu'on fasse un exercice dès ce matin. J'aimerais ça que vous preniez un rendez-vous, là, présentement, et que vous inscriviez quelle va être, dans votre agenda, dans votre ordinateur, quelle va être votre prochaine période de rédaction. Maintenant, vous pouvez le faire. Ah oui, regarde, maintenant. Allez-y. Oui. Exécutez. C'est un atelier pour vous aider à écrire. Je dis, pour vous aider à écrire, vous devez bloquer du temps pour la rédaction, donc vous pouvez le faire maintenant. Je vais vous dire, je vais en profiter pour prendre une gorgée d'eau. Je vais vous dire tout à l'heure qu'est-ce qu'on va y mettre dans cette période. Et là, bariolez comme il faut ou mettez la case en noir, rendez-vous complètement indisponible pendant cette période-là. Il faut être vraiment très strict là-dessus. Et dans le fond, lors de cette période-là, inscrivez 2 objectifs, 2 premiers objectifs qui vont être construire votre horaire de rédaction pour la prochaine semaine et développer vos objectifs. Et là, c'est très, très vague, mais je vous laisse là-dessus parce qu'on va en parler tout à l'heure de la façon de développer des objectifs. Bon, maintenant, je vous disais que vous devez vous rendre complètement indisponible. Il faut éliminer, et non seulement limiter, mais vraiment éliminer, tuer, détruire, anéantir, annihiler toute forme de distraction pendant cette période-là. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de ne pas regarder vos courriels, vos mails pendant 3 heures, bien, mettez pas une période de rédaction pendant 3 heures. Mettez une période de rédaction d'1 heure, d'une demi-heure au pire. Parce qu'il faut que dans cette période-là, il n'y ait que de la rédaction, qu'il n'y ait aucune forme de distraction. Vous allez devoir retirer les sonneries de vos téléphones, vous allez devoir enlever les alertes de courriel. Je ne sais pas si vous fonctionnez avec Outlook ici pour les courriels, mais bon, les petits boing, à chaque fois que vous avez des courriels, la journée où j'ai décidé d'enlever ça, mon Dieu, j'ai augmenté ma productivité de 100%. Un petit truc très simple. Ce qu'il y a de bien aussi avec le fait de bloquer, c'est qu'une fois la période terminée, si vous aviez réservé 1 heure, 1h30, 2 heures, vous arrêtez la rédaction. Peu importe où vous en êtes, peu importe votre sentiment à ce moment-là, même si ça va bien, si ma période était de 8h à 10h, j'arrête de rédiger.
Si ça va très, très bien et que j'ai encore des tonnes d'idées, je peux les noter rapidement. Ça va être plus simple le lendemain ou le surlendemain de m'y remettre par la suite. Mais de grâce, ne dépensez pas tout d'un coup. C'est comme si je vous donnais une paye. Hein, l'inspiration, c'est comme si je vous donnais un salaire qui doit durer une semaine et si vous dépensez tout en une journée, bien, il ne vous en restera plus les journées suivantes. Donc, si vous avez un bloc de temps réservé de 2 heures et qui se termine à 11 heures, 14 heures, peu importe, vous terminez à cette heure-là. Question? Merci. Merci pour le conseil. Je pense que c'est plutôt pour les gens chanceux qui ont toute la journée pour la thèse. Et il y a parmi nous des gens qui travaillent longtemps. Moi, je suis professeur au lycée. Donc, pendant l'année scolaire, en réalité, je travaille tous les jours. Donc, je ne vois pas comment je peux bloquer des heures dans la journée, tous les jours. Ce n'est pas possible, en réalité. Oui. Dans notre programme de doctorat actuel, on demande aux étudiants, ils ont 4 cours par session, donc déjà 12 heures de cours. Ils ont des stages, environ 15 heures de stage par session, par semestre. Ils ont des cours, ils ont des stages, ils ont la recherche, évidemment. Il ne suffit pas d'écrire, mais ils doivent produire. La recherche doit faire leur expérimentation. Ils travaillent souvent 15 à 20 heures par semaine. Et certains ont des enfants, certains ont une famille. C'est expressément pour les gens qui ont autre chose à faire que la rédaction de thèse que ce conseil-là est utile. Parce que on peut toujours trouver une demi-heure dans sa journée. Je vais vous dire tout à l'heure que plus l'intervalle est long, avant qu'on se replonge dans un document qui peut nous effrayer, comme la thèse par exemple, plus ce sentiment-là va augmenter, plus il va s'intensifier. Donc, le fait de se mettre une demi-heure 3 fois par semaine, ou une demi-heure 2 fois par semaine, dédicacée à la thèse, va vous permettre d'avancer beaucoup plus que si vous attendez les congés, les vacances, les périodes où vous avez l'impression d'avoir du temps. Parce que c'est facile d'avoir l'impression d'avoir du temps dans 6 mois. Mais c'est rarement le cas. Même durant les vacances, on a des millions de choses à faire quand même. Puis souvent, on se rattrape pour tout ce qu'on fait, ce qu'on n'avait pas le temps de faire durant le travail. Donc, une demi-heure 2 fois semaine, par exemple, bien placée, va vous permettre d'avancer beaucoup plus que si vous attendez d'avoir l'impression d'avoir du temps. Vous allez voir que dans la plupart de mes conseils, je prône beaucoup l'indulgence, la bienveillance, le fait d'être son meilleur ami, le fait de ne pas se mettre des objectifs trop élevés. Ça ne compte pas pour le respect des périodes de temps. Si vous bloquez des périodes de temps consacrées à la rédaction, vous devez être absolument rigide et intransigeant sur le respect de ces périodes-là. Ça veut dire que si quelqu'un cogne à votre porte, c'est pas le moment de faire une petite jazzette, c'est pas le moment d'aller chercher un café, c'est pas le moment de répondre à un courriel. C'est vraiment... Puis parfois, il faut se terrer, il faut se cacher complètement. Il faut se trouver un endroit où personne peut nous retrouver pour être capable, justement, d'être indisponible pendant une période donnée. Le pendant de ça, c'est que vous devez prendre des pauses. Hein? Vous devez prendre des pauses et des vacances qui sont libres de toute rédaction. Donc, vous devez vraiment ériger des barrières, des frontières solides entre vos temps de rédaction, vos temps consacrés à toutes sortes d'autres tâches que vous devez faire, et garder des temps pour les pauses. Donc, on parle dans une journée, ça prend des temps de pause, et des temps de vacances, donc des journées entières où il n'y a aucun travail. Donc, les pièges, quand on essaie de définir du temps pour la rédaction, c'est évidemment, comme je disais tout à l'heure, d'attendre les périodes où on a l'impression qu'on va avoir du temps. Plus c'est loin, plus on va avoir l'impression qu'on a du temps. Donc, l'été prochain, je vais avoir énormément de temps. Pendant les vacances des fêtes, pendant les vacances de Noël, je vais avoir du temps. Alors que plus on arrive près de ces moments-là, plus on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout. Là, on est en train de se leurrer.
Donc, ne pas attendre les semaines de lecture, les congés, la journée libre dans la semaine. Moi, je vais rédiger uniquement le vendredi parce que là, j'ai toute ma journée libre. La pire chose à faire. Il n'y a rien de plus angoissant qu'une journée libre. Je vous assure que vous allez faire 1 million de choses autres que la rédaction de votre thèse avant de pouvoir commencer. Se dire qu'on va se rattraper quand on aura plus de temps. Vous n'avez jamais besoin de vous rattraper, vous avez juste besoin de commencer. Et quand on se dit qu'on va commencer, bien, on n'a pas besoin de 5 heures d'affilée pour commencer quelque chose. On peut commencer quelque chose en 1 demi-heure, en 1 heure. Donc, j'aime pas le terme diminuer les attentes, mais redimensionner les attentes à un niveau plus réaliste. Attendre l'inspiration, attendre d'en savoir plus. J'aimais bien le commentaire en début de dire il y a beaucoup d'étudiants qui attendent, donc qui lisent énormément avant de commencer à écrire. Moi aussi, je conseille de faire tout de suite les deux en parallèle, même si ce qu'on écrit, ça n'a pas beaucoup de valeur parce qu'on n'y connaît rien, bien au moins c'est un début, on pourra le corriger par la suite. C'est beaucoup plus facile de réviser quelque chose qui est déjà écrit que de produire quelque chose, surtout plus on en sait, moins on en connaît. Hein? Quand on lit les choses, plus on devient connaissant sur un sujet, plus on se rend compte que c'est énorme et qu'on n'avait pas considéré tout ce qui était possible de considérer sur un sujet. Donc, plus ça devient angoissant de dire « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire de plus sur ce sujet-là? » Donc, commencez à écrire tout de suite en parallèle avec la lecture et corriger au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais passer à un autre thème, mais sur la planification des périodes de temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des... Oui? J'ai juste une petite question, là, c'est vraiment par rapport à mon travail personnel. Par rapport à mon travail personnel, en fait, moi, j'ai du mal à me dire je bloque cette période uniquement pour les rédactions parce qu'en fait je lis énormément en même temps, alors après je m'inspire, j'écris, je m'inspire, donc du coup j'ai vraiment, c'est tout entremêlé en fait, la lecture et la rédaction, donc du coup ça passe pas trop, c'est plus difficile. Mais effectivement, pour arriver à rédiger quelque chose, il faut avoir produit mentalement un travail, là, que ce soit une expérimentation concrète ou une réflexion mentale ou une organisation des idées. Et effectivement, ce travail-là doit être fait, mais il ne doit pas être fait durant les périodes de rédaction. Pour rédiger, c'est vraiment le output, la sortie du produit final. Donc, tout ça, la lecture, la prise de notes, l'organisation des idées, réfléchir à quelle forme va prendre la thèse, oui, c'est un travail qu'il faut faire, mais ce n'est pas de la rédaction. Si vous essayez de rédiger en même temps que vous vous organisez, vous allez perdre du temps. Quand on rédige, c'est qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait qu'est-ce qu'on va écrire. Ça peut être révisé par la suite, c'est un processus itératif, c'est certain. Mais si vous êtes plus dans la phase où vous lisez, vous réfléchissez, c'est très bien. Ça peut être 2 heures, 3 heures de votre journée qui est consacrée à ça. Gardez 1 demi-heure, 1 heure, peu importe, ça dépend où est votre date limite pour remettre les choses aussi. Plus la date limite approche, plus il faut produire. Là, on ne peut plus perdre de temps dans la lecture à ce moment-là. Donc, mais gardez toujours un minimum de temps consacré uniquement à la rédaction. C'est comme ça que vous allez avancer. Parce qu'à la fin, là, votre comité de thèse, votre directeur de thèse, votre directeur de programme, peu importe, la personne à qui vous devez rendre des comptes, à la fin, ce qu'elle veut, ce n'est pas vos belles idées, ce n'est pas votre liste de référence de tout ce que vous avez lu, c'est pas toute la créativité que vous avez enfermée dans votre cerveau. C'est le produit écrit sur le papier. Donc, c'est pour ça que c'est important de consacrer du temps uniquement à ça, parce que ça a l'air simple, mais c'est une étape qui est vraiment difficile si on ne s'y met pas rapidement. Ça répond à votre question? Oui. D'autres questions? Oui? Je lui fais faire son cardio aujourd'hui. Merci. Bonjour. Vous dites que quand on se met à rédiger, il faut quand même savoir un petit peu où on va, que ce n'est pas des idées comme ça en l'air, mais en même temps qu'il faut se mettre à écrire en même temps qu'on lit, donc assez tôt. Comment on fait si on est dans un espèce de chaos, de magma, qu'on n'a pas du tout de plan, du coup on ne sait pas du tout où on va, comment on fait pour
pour écrire quand même quelque chose, pour faire cette rédaction à proprement parler qui n'est pas des idées comme ça en l'air. Comment on fait pour concilier ces deux étapes? Et le magma, ça peut durer un peu longtemps. Oui, ben c'est ça. Le magma, il faut l'organiser rapidement, justement, pour pas qu'il devienne trop envahissant et pour pas en venir à la fin du monde, là. Donc, quand on disait de lire et d'écrire en même temps, moi, c'est certain que je conseille à mes étudiants de lire, qui commencent, donc qui arrivent, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas rien du sujet, je leur recommande de lire 1 mois. Ce qui n'est pas énorme, là, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des étudiants de toute première année, je pense, dans l'assistance, mais qu'il y a surtout des étudiants de 2e année de doctorat. Dès les étudiants de 2e année, bouchez-vous les oreilles, là, ça ne vous concerne pas. Mais pour les étudiants de première année qui viendraient tout juste de s'initier à un domaine, oui, il peut y avoir une période de lecture uniquement. Dès qu'on en sait un petit peu, dès qu'on sait un petit peu comment ça se fait une thèse, je ne sais pas, en psychologie, on fait beaucoup des thèses par article, et dans un article, on sait qu'il y a une section intro, une section méthode, et on sait que dans la section méthode, il y a des descriptions d'instruments. Bien, des descriptions d'instruments, ça prend pas, on réinvente pas la roue, c'est facile à rédiger. Donc, on peut commencer par ça. Dans votre domaine, il y a sûrement, vous avez une idée de, même si vous n'avez pas votre idée originale en tant que telle, vous savez comment votre thèse ou comment les thèses en général dans votre domaine vont se construire. Il y a des bouts qui sont plus faciles à rédiger que d'autres. Il y a des bouts où vous pouvez commencer rapidement. Donc, il y a des bouts que vous pouvez laisser en magma, puis vous pouvez décider de travailler plus tard, mais ne serait-ce que pour l'exercice de rédiger régulièrement, commencez par les parties plus faciles. D'autres questions, ça va? Bonjour, moi je suis en première année de thèse et justement cette année je me suis consacrée à la lecture des articles pour affiner mon sujet. Parce qu'au début je suis partie sur un sujet qui était très large et grâce aux lectures j'ai pu l'affiner. Mais après je me suis rendu compte que j'oubliais tout ce que je lisais. Et là en fait je me suis posé la question de savoir s'il fallait résumer tous les articles ou tous les livres que je lisais, ou je ne sais pas. Donc du coup, j'ai l'impression que j'ai tout oublié en fait. Et je ne sais pas trop s'il faut revenir sur tout ce que j'ai lu pour pouvoir rédiger. Et là, c'est justement tout le problème. Bon, premièrement, on est tous comme ça. C'est vraiment un sentiment qui va nous faire sentir qu'on n'est pas bon, qu'on est inadéquat, qu'on n'est pas fait pour le doctorat. Mais tout le monde, là, on retient à peu près 10 % de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute. Donc, même quand vous allez sortir d'ici, vous allez retenir 10 % de ce que je dis. Quand vous lisez, vous retenez 10 %. Vous pouvez retenir peut-être juste le titre de l'article. Donc, c'est tout à fait normal. Comment vous allez vous organiser pour que ce temps-là de lecture ne soit pas perdu? Il faut aller chercher qu'est-ce que vous allez utiliser de cet article-là. Et c'est sûr que c'est difficile quand on commence, mais je ne sais pas, moi, s'il y a des données je peux juste donner des exemples en psychologie, là, des données de prévalence d'un trouble en particulier, des résultats sur un traitement en particulier, sur une donnée, une variable en particulier. S'il y a une idée qui vous allume, vous allez écrire immédiatement sur cette idée-là. Vous allez écrire une phrase, 2 phrases, 3 phrases. Elle n'est pas encore connectée à rien dans votre thèse, mais elle est là. Il y a des gens qui se font des résumés d'articles. Et pour certains, ça fonctionne, c'est correct. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup de temps perdu. Vous le lisez, vous soulignez, c'est un truc mnémonique très facile là, de souligner, en autant que vous ne soulignez pas plus que, justement, encore une fois, 10 % de votre texte. En soulignant, vous allez être capable de retenir l'idée principale. Après ça, vous pouvez faire l'exercice de dire en une phrase sur quoi portait l'article, en quoi il était important pour vous, pour votre sujet, et aller rédiger tout de suite sur ce thème-là. Ça va être la meilleure façon de ne pas perdre du temps, selon moi. Mais oui, il y a des gens qui font un peu obsessivement des résumés après chaque article. Je trouve que c'est beaucoup de temps qui est perdu parce que ces résumés-là ne seront pas nécessairement repris. Parce que souvent, quand on fait des résumés, on paraphrase de très près l'auteur original. Et là, c'est sûr qu'on ne peut pas reprendre ça pour ses propres travaux par la suite. Il faut refaire
un mélange de toutes ces idées-là. Donc, pour moi, ça devient... Au début, ça peut être utile, mais à la longue, ça peut devenir du temps perdu et ça peut devenir ce que je vais appeler une procrastination légitime. J'ai l'impression de travailler, je lis des articles, je les résume. Donc, c'est du travail, c'est universitaire. Mon directeur, il trouve que tout est correct, mais je ne suis pas en train de rédiger ma thèse. Donc, pensez toujours à la fin, vous allez devoir remettre une thèse, pas une pile de cartes résumées d'articles. Donc, il faut travailler à l'objectif final qui est la remise de la thèse. Il y avait une dernière question? Après, on passe à un autre thème. Oui, très rapidement. Est-ce que vous conseillez, surtout pour les doctorants de première année, en plus de bloquer des plages de temps pour la rédaction, pourquoi pas de bloquer aussi certaines plages de temps, tout simplement pour la lecture et prise de notes? Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est difficile de résumer quelles sont toutes les tâches qu'un étudiant au doctorat type a à faire, parce que ça dépend. Il y a des premières années qui font surtout des cours, il y a des premières années qui s'en vont en stage, il y a des premières années qui n'ont rien dans l'horaire autre que de développer leur sujet. Donc, ce sera à vous de voir, mais ce que je mets de l'avant pour l'organisation de la rédaction, ça vaut pour toutes les autres tâches aussi. Donc, organiser le temps passé sur Internet, organiser les recherches de littérature, organiser le temps pour les lectures, c'est évidemment bien aussi, là. Bon, je poursuis sur le développement des objectifs, parce que là, maintenant que vous avez bloqué du temps pour rédiger, ça vous prend un but. Ça vous prend une direction, ça vous prend une carte, un chemin où aller. Sinon, vous allez passer les 2 heures que vous avez bien bloquées à regarder le fameux curseur en haut à gauche de l'écran de façon hébétée sans être capable de le faire avancer. Donc, premièrement, les caractéristiques d'un bon objectif. Tout d'abord, il doit être précis et spécifique. Rédiger thèse, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, oui, c'est écrit un peu petit. Rédiger thèse, moi je le vois là, dans des agendas d'étudiants, je le vois écrit sur des post-it, je ne sais pas, c'est post-it, est-ce que vous utilisez ça comme, oui, des post-it, oui. Collés sur tous les écrans d'ordinateur, pardon? Pense-bête, oui, les pense-bêtes. Rédiger thèse, je pense que c'est le pire objectif que vous pouvez vous donner. J'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que tout le monde comprend pourquoi. C'est angoissant, c'est vague, ça nous dit pas où aller du tout. Ça serait comme de partir en voyage avec une carte qui dit « vas-y ». Alors, un bon objectif précis, spécifique, en voici des exemples. Rédiger la section sur la prévalence du trouble panique dans la population générale, monter le tableau des résultats de l'analyse de variance XYZ. Bon, c'est des exemples tirés de la psychologie. Faire le plan de la discussion et identifier les articles en appui aux arguments avancés, etc. Donc, vous allez savoir quels sont les objectifs qui vous aident, qui sont précis, la façon de les préciser en fonction de votre domaine. Deuxième caractéristique, un objectif doit être observable ou mesurable. Un objectif est observable ou mesurable lorsqu'on peut identifier facilement qu'on est en train d'y travailler. Jusque-là, ça va. Mais encore plus important, lorsqu'on peut identifier facilement le moment où il sera terminé. Alors là, j'ai finir ma revue de littérature. C'est un objectif absolument pas observable et mesurable, parce qu'une littérature, c'est une bête qui est énorme, qui est constamment en mouvement et qui a constamment des nouvelles composantes qui s'ajoutent. Donc, on n'est pas capable, s'il y a des gens ici qui veulent finir leur revue de littérature avant de commencer à rédiger, je vous garantis que vous ne finirez pas votre doctorat, là. Parce qu'une revue de littérature, ça ne se finit jamais. Un meilleur objectif, plus observable, mesurable, serait de dire évaluer les articles identifiés par tel moteur de recherche avec les mots-clés Prevalence and Panic Disorder, bon, peu importe vos mots-clés. Là, c'est une tâche, quand je vais cliquer, si je mets la date, c'est encore plus spécifique. Quand je vais cliquer sur la recherche, ça va me dire vous avez 761 articles. Bien là, mon objectif va pouvoir dire trier ces 761 articles-là. Après ça, si j'en arrive à 50, lire ces 50 articles-là.
Donc là, vous voyez que je suis capable de dire quand est-ce que j'y travaille, mais je suis surtout capable de dire quand est-ce que mon objectif est terminé. Et enfin, un bon objectif, et là, c'est plus dans on va travailler plus l'esprit, la mentalité, l'état d'esprit dans lequel on est quand on travaille la thèse. Quand est-ce qu'un objectif est réaliste? La réponse est quand on peut l'atteindre. Point. Donc, quand on ne peut pas atteindre un objectif, c'est l'objectif qui n'est pas bon, pas vous. Pourtant, quand on n'est pas capable d'atteindre un objectif, souvent, on va se trouver pas bon. On va se trouver incapable, on va se trouver paresseux, on va se trouver imbécile, idiot, peu importe. On se crée des noms par la tête et ça nous aide absolument pas à produire. Donc, quand un objectif n'est pas atteint, il n'était probablement pas assez spécifique, il n'était probablement pas assez observable ou mesurable et, au-dessus de tout, il n'était probablement pas réaliste. C'est à vous de vous fixer des objectifs qui sont réalistes, que vous pouvez atteindre. Une thèse, c'est, je ne sais pas moi, j'ai dit un chiffre comme ça, 15 000 objectifs. Hein, ce n'est pas juste rédiger mon intro, rédiger ma méthode, rédiger mes résultats. C'est surtout pas rédiger le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Si c'était ça, ça serait facile. Une thèse, ça se fait en 15 000 objectifs. Une thèse, ça se fait en 15 millions d'objectifs. Donc, gardez toujours ça en tête. Les objectifs doivent être très, très petits. Il y a une quantité illimitée que vous pouvez y mettre. Donc, un objectif est réaliste quand on peut l'atteindre, et peu importe ce que ça veut dire pour vous au moment précis de votre cheminement. Il y a des journées où vous allez être capable d'écrire 3, 4, 5 paragraphes, ça va être super, vous allez vous sentir bien. Il y a des journées où vous allez pouvoir enfiler 4 mots. C'est comme ça, il faut l'accepter, on ne contrôle pas l'inspiration, on ne contrôle pas la productivité. Tout ce qu'on contrôle, c'est le temps qu'on reste assis, les fesses collées à la chaise, à taper sur le clavier. Ça, on contrôle ça. Donc, si j'ai passé 2 heures, parce que j'avais prévu 2 heures à travailler et j'ai éliminé les distractions, j'ai été concentrée, mais je n'ai réussi qu'à aligner 4 mots, objectif atteint. Bravo. C'était ça que je devais faire et je l'ai fait. Ensuite, et c'est là que les gens commencent à me trouver obsessionnelle, j'ai 4 types d'objectifs à vous présenter. Et c'est important d'y consacrer autant d'attention parce qu'ils ne servent pas à la même chose. J'ai des objectifs à long terme, précis ou hebdomadaires, des objectifs de temps et des objectifs de projet. Donc, si on peut faire un parallèle encore avec le voyage, c'est où je veux aller, mes objectifs à long terme, par où je vais passer, mes objectifs précis, comment je vais me rendre, donc quel moyen de transport vais-je prendre, mes objectifs de temps, et qu'est-ce que je veux voir une fois sur place, mes objectifs de projet. Quand on va en voyage, on répond à toutes ces questions-là sans se dire « Mon Dieu, c'est beaucoup trop, je ne peux pas savoir d'avance ». C'est sûr qu'il peut se rajouter des choses en cours de route, mais quand on part en voyage, habituellement, on a quand même une idée de notre destination. Donc, les objectifs à long terme, ce sont des objectifs qui sont fixés pour un semestre, une session, pour une période de quelques semaines prédéterminée. Donc, ça peut être rédiger mon contexte théorique, défendre mon projet, dépendamment d'où vous êtes rendu, ces objectifs-là vont varier. Terminer mes analyses, soumettre une première version de ma thèse, soumettre mon article, etc. Ça dépend vraiment de votre avancement. Donc, ça, c'est les objectifs avec lesquels les étudiants ont le moins de difficultés. C'est notre souhait. À la fin du semestre, je veux être en mesure d'avoir fait telle chose. Habituellement, on n'a pas de difficulté avec ça. C'est juste que les gens vont avoir que cet objectif-là et vont avoir l'impression qu'ils ont défini leur objectif parce que celui-là est spécifié. Il faut aller un petit peu plus loin. Il faut définir les objectifs précis ou hebdomadaires, c'est-à-dire que là, on a la destination et il faut définir chaque marche qui vont être nécessaires de gravir pour se rendre à l'objectif final. Donc, l'objectif à long terme doit être décortiqué en une série de petits objectifs précis. Et si plus vous pratiquez, plus vous allez réussir à rédiger un objectif en fonction de la période de temps que vous avez
et d'essayer de faire en sorte que, bon, ben, en 2 heures, je sais que je suis capable de, je sais pas moi, rédiger le paragraphe sur le sujet X, Y, Z. Donc, le fait de pouvoir écrire cet objectif-là et crocheter la case une fois que c'est fait, c'est très, très motivant. Donc, privez-vous pas de ce motivateur-là. Les objectifs de temps, eux, ben, c'est les périodes bloquées à la rédaction. Donc, c'est tout le premier thème qu'on a abordé. Ils sont d'une importance évidemment capitale parce que vous allez déterminer, comme je vous disais tantôt, si vous avez atteint ou pas votre objectif en fonction de ce type d'objectif-là. Donc, si vous aviez comme objectif de passer 2 heures à rédiger et que vous avez effectivement passé 2 heures devant votre ordinateur sans distraction, vous avez atteint votre objectif, peu importe la quantité de texte, le nombre de mots que vous avez produits. Les objectifs de temps, par exemple, si vous ne les atteignez pas, si vous n'y arrivez pas, si vous prévoyez écrire 2 heures, puis finalement, ben, vous êtes arrivé, puis vous êtes allé chercher votre café, puis vous avez arrosé votre plante, puis après, il y a un copain qui est passé, puis vous avez discuté, puis vous avez regardé une dernière fois vos courriels, si bien que vous avez commencé 45 minutes plus tard, eh bien là, c'est le moment d'appliquer un peu plus de discipline. Peut-être raccourcir vos périodes bloquées, peut-être planifier justement, de dire que, ben moi, quand j'arrive, il y a 1 heure où je fais mon social. Je vais jaser avec les gens, je vais sur Internet, peu importe. Mettez-le, vous avez le droit, c'est correct, c'est sain. Hein, les relations sociales, on en veut, c'est correct, mais c'est juste qu'elles ne doivent pas rentrer dans les périodes de rédaction. Donc, si vous n'êtes pas capable de commencer une période de rédaction sans faire du social, bien, planifiez votre social en premier. Donc, l'objectif de temps, lui, est complètement sous votre contrôle, contrairement aux objectifs de productivité, de l'inspiration, le nombre de mots que vous mettez sur la page. Le temps que vous consacrez, lui, est complètement sous votre contrôle, donc vous devez le définir avec discipline. Et enfin, il y a les objectifs de projet. Et ils sont d'autant plus difficiles à définir si vous êtes en début de doctorat, mais vous devez quand même y réfléchir et en faire une première version, en faire une version préliminaire d'objectifs sur quoi va porter votre thèse, sur quoi va porter la section que vous voulez écrire en premier. Vous devez rédiger, vous devez commencer toute rédaction, tout texte, que ce soit un travail long, que ce soit une thèse, que ce soit un article, par son objectif. Vous ne devez pas commencer par le premier mot, jamais. Vous devez commencer par son objectif, où vous voulez aller. C'est l'objectif qui va ensuite colorer tout le reste des sections, parce que l'introduction va être construite de manière à mener à l'objectif. La section méthode va être construite de manière à montrer comment vous avez atteint votre objectif. Les résultats vont être construits de manière à démontrer vos objectifs et la discussion va être construite en fonction de la réponse à vos objectifs. Donc, vous devez absolument commencer par cette section-là, sinon toutes les autres sections s'en vont n'importe où. Et souvent, les étudiants vont définir cet objectif-là de façon très large, très peu spécifique, pour être sûr de rien oublier en cours de route. Donc ici, j'ai un exemple, là, évaluer un traitement pour un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. C'est très, très, très large. Beaucoup de choses qui peuvent entrer là-dedans. En comparaison, ici, on a le projet de thèse vise à évaluer l'efficacité d'un traitement cognitivo-comportemental du TDAH pour améliorer le fonctionnement des préadolescents qui en souffrent. Plus précisément, l'étude évaluera l'impact du traitement sur la diminution des comportements impulsifs et hyperactifs, l'amélioration de l'attention. Bon, vous voyez, plus il y a de détails. Si je fais ma revue de littérature ici, c'est beaucoup plus facile de l'organiser, sachant que mon objectif est aussi précis parce que j'ai les thèmes sont déjà préidentifiés par rapport au premier où, là, c'était très, très large et je peux me perdre dans la revue de littérature. Donc, voilà pour les objectifs. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Oui? Pour la formulation d'un objectif, est-ce qu'il y a des verbes qui marchent avec, qui peuvent traduire la précision
7 ou de ces objectifs? Certainement, mais là, je ne pense pas que je puisse en nommer qui s'appliquerait à tous les domaines. Mais c'est drôle, vous me posez cette question-là, puis j'avais un directeur qui m'enlevait tous les verbes être et les verbes avoir de mes rédactions pour justement trouver un verbe qui est plus spécifique, trouve un verbe qui transmet davantage exactement ce que tu veux dire. Puis, les anglophones ont une maxime que j'aime bien qui s'appelle « omit needless words ». Donc, enlever tout mot qui n'est pas absolument nécessaire. Souvent, en français, on va utiliser une suite de mots, souvent 7, 8, 9 mots, qu'on peut résumer par un seul mot qui transmet exactement l'idée qu'on avait. Donc, pour ça, évidemment, c'est un travail. Là, je vais en parler plus à la révision, quand on va faire l'étape de la révision. Mais oui, il y a certainement des mots. On va vouloir choisir, sélectionner les mots les plus précis possibles pour définir notre objectif, pour savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à un problème de méthode que je rencontre. J'ai l'habitude de me fixer des objectifs de long terme et des objectifs au quotidien, c'est-à-dire journaliers, et que j'essaie de respecter. Mais souvent, je suis face au problème suivant, c'est que je travaille sérieusement, donc c'est pas que je repousse, c'est pas ça. J'essaie vraiment au maximum de respecter mes objectifs, mais à la fin, je me retrouve, disons, une semaine avant le terme de l'objectif final, à réaliser que que j'ai pris trop de retard au fur et à mesure et que je pourrais pas atteindre mon objectif final. Donc dans ce cas-là, je me dis, bon, soit je repousse la date de mon objectif final, par exemple faire un état de l'art pour un colloque, soit je revois mes priorités pour pouvoir atteindre mon objectif final. Et voilà, quelquefois, je fais le choix de l'un ou de l'autre et je ne sais pas quelle est la meilleure solution. En fait, premièrement, bienvenue dans le club. On fait toujours la même erreur, tout le monde, vous, moi, les professeurs qui sont là depuis des années et des années et des années, on sous-estime toujours le temps que va prendre une tâche. Donc, quand vous planifiez, soyez généreux dans l'allocation des périodes de rédaction. Soyez avare dans la définition de l'objectif, dans le sens définissez des très, très, très petits objectifs. Au pire, vous en ferez 2 dans une période de rédaction, puis vous aurez l'impression d'avancer plus vite. Mais évidemment, et puis réévaluer périodiquement. La définition d'objectif des 4 types, c'est un processus itératif. On doit s'avancer un petit peu, regarder le chemin qu'on a parcouru et est-ce que c'est la bonne façon et se réajuster. Toujours, toujours. Pour pas justement arriver une semaine avant la date limite d'un événement ou d'une remise puis dire « j'y arriverai pas du tout » parce que c'est quand même démotivant de devoir remettre à plus tard un gros objectif, un objectif à long terme. Ceci dit, c'est parfois inévitable. Parfois, on n'a pas le choix parce qu'on avait justement trop sous-estimé le temps que ça prenait pour se rendre. Ça va être au cas par cas. Est-ce que c'est est-ce que c'est votre méthode? Est-ce que vous devez être plus efficace? Mon prochain thème, c'est distinguer les 3 étapes de rédaction. Vous pourrez évaluer si vous ne pourriez pas devenir un petit peu plus efficace dans votre rédaction ou est-ce que, justement, c'est dans votre évaluation du temps que ça prend pour faire chacune des tâches que vous devez devenir un peu meilleur, justement, à dire, bien, écrire une introduction, ça me prend 2 sessions, ça prend pas 2 semaines. Avec l'expérience. Oui. Bonjour. Moi, j'aurais une question beaucoup plus opérationnelle. Est-ce que vous utilisez des logiciels particuliers, en fait, pour justement gérer ces plusieurs types d'objectifs, qui est à long terme, qui va le projet pour toute la thèse, alors, mais c'est au niveau temporel, c'est large. Voilà. Et après, pour vraiment descendre par journée avec nos petites plages horaires, avec le nom de la section qu'on va travailler, voilà, ce qui permet d'avoir cet effet de zoom avec un certain nombre d'outils intégrés, qu'on puisse voilà, vraiment creuser en fait nos objectifs. Voilà. Merci. Oui, j'ai une méthode très technologique, très à la fine pointe. J'ai des petits papiers qui traînent partout dans mon bureau. Et j'ai des étudiantes qui me disent, ben non, c'est pas efficace cette façon de fonctionner-là. Il doit y avoir justement, on va utiliser Excel, on va utiliser EndNote, on va utiliser Word, bon, peu importe.
Et je me rends compte que 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines plus tard, elles sont encore en train d'essayer de trouver la façon que le logiciel va les aider à définir leurs objectifs. L'important, c'est que vous définissiez votre objectif. Est-ce qu'il y a une technologie qui peut vous aider à le faire plus efficacement, plus rapidement? Peut-être, moi je ne la connais pas. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que de m'asseoir avec un crayon. J'écris même pas mes objectifs sur un traitement de texte. C'est à la main, sur un petit bout de papier, dans mon agenda, parce que c'est le plus direct. Et ensuite, parce que c'est pas une si grosse organisation que ça, là, de savoir qu'est-ce que je veux faire dans mon semestre, puis après, comment m'y rendre, ça s'écrit tout sur une feuille 8,5 par 11. C'est assez simple. Donc, mon conseil, la technologie peut être très aidante, mais elle peut se revirer contre vous, devenir votre pire ennemi si vous vous rendez compte que vous êtes en train de passer des heures et des heures à essayer de la faire fonctionner pour vous, de la faire travailler pour vous. Des fois, je trouve qu'on devient plus, nous, au service de la technologie et non le contraire. Donc, je n'ai pas trouvé encore un outil qui permet d'aller plus rapidement qu'un simple crayon papier. Dernière question sur ce thème-là. Oui, bonjour, Sadia, 2e année en sciences de l'éducation. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'était plus en fait pour répondre un petit peu à la collègue tout à l'heure qui parlait de la lecture. Donc c'était un petit peu pour les faire partager ma façon ma petite méthodologie à moi. Après, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que ça me convenait plutôt bien. Moi, par exemple, pour la lecture, en général, quand je choisis un livre, là, il y a 2 choses que je regarde. D'abord, le titre, bon, bien sûr, l'auteur, mais je vais directement au plan, au sommaire. Et très généralement, pour moi, il m'est très rarement arrivé de lire un livre en entier. Non, je vais choisir, par exemple, juste peut-être 1 ou 2 chapitres. Et je vais dire, je ne vais pas faire un résumé de 10, 15 lignes. Non, je vais dire juste 1 phrase, 2 phrases pour résumer ce qui m'intéresse dans le livre. C'est largement suffisant. Et ça ne prend pas beaucoup plus de temps que ça, quoi. Donc voilà, c'est tout. Et moi, ça me convient pour l'instant parfaitement. Voilà. Oui, non, c'est une très, très bonne stratégie. Souvent, on a une espèce de volonté, encore une fois, toute obsessionnelle, de lire un livre, un article du début à la fin. Ça fait du bien de commencer par le début et de finir à la fin, et après ça, c'est terminé. On a l'impression d'avoir terminé une tâche. On a besoin de ça au doctorat parce qu'on n'a pas souvent ce feeling-là de terminer quelque chose. Mais c'est évidemment un piège parce qu'on va lire beaucoup de choses qui sont inutiles à notre avancement. Donc, choisissez et tolérez l'espèce d'inconfort qui vient quand on ne lit pas au complet ou on a l'impression de manquer quelque chose. Vous tolérez cet inconfort-là et vous y allez de la façon la plus efficace possible. Prochain sujet, distinguer les 3 étapes de la rédaction. Une fois que vous avez vos objectifs, vous avez votre temps bloqué, vous asseyez, vous ne savez toujours pas quoi écrire, c'est normal. Ça prend vraiment 3 étapes très, très distinctes pour y arriver. La première étape, c'est une étape de planification. La deuxième, c'est une étape de rédaction, d'écriture, de tapage sur le clavier. Et la 3e étape, c'est une étape de révision. Et il y a un auteur qui est assez spécialisé dans le domaine de l'anxiété et de l'angoisse, Stephen King, qui a dit que le moment le plus terrifiant dans la rédaction, c'est tout juste avant de commencer. Donc, la solution, commencez maintenant. Commencez rapidement, commencez par n'importe quoi, mais commencez. Commencez par écrire quelque chose qui ne sera même pas dans votre version finale, mais ce n'est pas grave, commencez. Faites le saut, plongez le plus rapidement possible. Donc, dans la période de rédaction que vous avez bloquée, là, écrivez une première phrase. Faites un premier plan. Alignez déjà quelques mots pour définir un objectif, peu importe, mais commencez le plus rapidement possible. Et idéalement, on va commencer par planifier. C'est le plus facile. Quand on commence en planifiant, on commence en procrastinant. Parce qu'on commence en se disant, telle chose, je vais la faire à tel moment, mais pas maintenant. Telle autre chose, je vais la faire à tel autre moment, mais pas maintenant. Donc, c'est très rassurant parce qu'on n'a rien besoin de faire tout de suite, mais petit à petit, on met toutes les pièces pour être capable de, à la prochaine période de rédaction, se dire, je sais exactement ce que j'ai à faire, donc c'est pas angoissant. Parce qu'un plan bien établi devrait vous faciliter la tâche de rédaction. Est-ce que vos plans font ça pour vous? Est-ce que vos plans
font en sorte que vous vous asseyez le lundi matin, puis vous êtes capable de commencer à rédiger sans angoisse, sans inquiétude, sans hésitation. Si la réponse est non, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon à écrire, c'est parce que votre plan n'est pas assez précis, il n'est pas encore assez travaillé. Moi, je voulais peut-être... Oui, un bon plan, dans le fond, il n'a pas juste le titre des sous-sections. Il a les idées aussi. Et il a souvent les auteurs en appui, les idées des auteurs en appui aux idées, et il a le lien entre les différentes sections. Donc, plus votre plan... J'ai parfois eu des plans qui étaient plus longs que la version finale du texte écrit. Parce que quand on écrit un plan, on peut faire des copier-coller de ce que l'auteur a dit. On peut dire, bon, ben, je veux citer cet auteur-là quand il dit telle chose. Donc, on peut prendre la citation au complet en sachant très bien que quand on va écrire, bon, on va peut-être paraphraser, on va peut-être raccourcir, résumer. Donc, votre plan, vraiment, on doit y travailler. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait 5 minutes avant d'écrire pour vrai. Planifier, c'est écrire pour vrai. Et planifier, ça prend du temps. Donc, les idées, les liens entre les idées et les appuis avec les auteurs pour vous y retrouver facilement. Ça va être une façon beaucoup plus efficace que si vous faites des résumés d'articles. Hein, si vous allez chercher, si vous avez lu quelque chose, puis vous allez le placer tout de suite dans un plan déjà en construction, ça va être une façon beaucoup plus efficace que si vous faites des résumés d'articles en fonction des lectures que vous faites, là. La rédaction ou l'écriture, ça, c'est vraiment jeter ses idées sur le papier. Une façon peu élégante, mais très représentative de l'exprimer et de dire qu'on vomit ses idées. Là, vraiment, on sort, c'est le output, c'est vraiment la production de la matière première. Donc, à ce moment-ci, c'est vraiment de prendre l'idée au moment même où elle passe. Bien, même à ça, elle ne devrait pas avoir été produite là parce que la plupart des idées vont être produites au moment de la planification, mais ça se peut que vous en ayez de nouvelles pendant la rédaction et c'est tant mieux. Laissez-vous partir dans tous les sens. Ne vous restreignez jamais quand vous êtes en train d'écrire. Il y a la période, il y a l'étape suivante qui est l'étape de la révision où vous allez pouvoir tout ramener ça dans une direction bien précise, mais quand vous êtes en train de rédiger, vous vous laissez aller. L'idée, c'est d'écrire de façon juste assez précise pour se comprendre soi-même, évidemment. Si vous écrivez trop vite que vous n'arrivez plus à vous relire par la suite, bien là, on a un petit peu perdu le but de l'exercice, là. J'ai dit mal écrire, c'est bonnes idées. Vous avez des idées, vous êtes intelligent, vous avez lu, vous avez des connaissances, donc vous avez des bonnes idées. Maintenant, c'est le moment de les jeter sur le papier, donc nécessairement de mal les écrire. Il n'y a pas beaucoup de gens. Ça se peut qu'à un moment donné, vous écriviez une phrase, vous dites « Wow, j'ai super bien écrit du premier coup, tant mieux quand ça l'arrive. » On est comme hey, « Je suis vraiment quelqu'un de très, très bon. » Mais la plupart du temps, ça ne sera pas comme ça et c'est correct. On n'est pas des ordinateurs. Donc, vous pouvez écrire en français, en anglais, en franglais, utiliser du jargon, utiliser du texto, formuler des phrases avec des syntaxes impossibles, faire des copier-coller de parties de texte qui proviennent d'autres documents, peu importe. En notant peut-être une petite parenthèse ici, quand vous faites des copier-coller, c'est soit des copier-coller de textes que vous avez déjà écrits, ou encore, si vous prenez des copier-coller de textes d'autres auteurs, assurez-vous de les souligner ou pour être sûr que ça ne se retrouve pas dans votre texte final par la suite. Et après, une fois que vous allez faire ça, vous allez pouvoir consacrer une période ou plusieurs périodes de temps à la révision. Mais l'idée derrière la séparation bien distincte de ces étapes-là, c'est que si vous savez que vous allez avoir suffisamment de temps pour réviser, vous allez pouvoir vous permettre de rédiger mal, de rédiger comme ça vient. Et ça, c'est bon pour l'inspiration, de ne pas toujours être en train de se bloquer, de s'évaluer négativement, de se dire « Ah, c'est pas assez, c'est pas correct, c'est pas assez bon », peu importe. Donc, faites-vous confiance quand vous rédigez que vous allez vous laisser suffisamment de temps pour rédiger par la suite. Donc, si on se dit qu'on n'a pas besoin de bien écrire, quand on écrit, c'est beaucoup plus facile. Si je n'ai pas besoin de bien écrire, je suis capable d'écrire n'importe quoi. C'est quand on me dit qu'il faut que j'écrive
bien, ou encore pire, quand on me dit qu'il faut que j'écrive une thèse de doctorat, bien, c'est là que la pression embarque, c'est là que ça devient difficile et angoissant. Donc, permettez-vous de mal écrire en ayant l'idée que vous allez réviser par la suite, et ça devient plus facile. Donc, quand vous allez réviser, bien là, c'est là où vous devez vraiment devenir hyper pointilleux et hyper précis. Je vais mettre toutes mes idées ici parce que souvent, on va penser que la révision, c'est corriger ses fautes. Donc, réviser l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, mais ça devrait venir complètement en dernier. Quand on fait une révision, on va réviser la structure de l'argumentation d'un texte. Est-ce qu'on a les bonnes idées pour défendre notre objectif? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on a oublié des idées? Donc ça, c'est vraiment au niveau macro. Ensuite de ça, est-ce que chaque idée, une fois on pense qu'on a les idées principales, on n'en a pas oublié, est-ce que chaque idée est bien transmise? Est-ce qu'il y a des idées qui sont entremêlées dans un paragraphe? On garde toujours en tête qu'un paragraphe doit présenter une idée. Donc, est-ce que j'ai des paragraphes où les idées se sont un peu bousculées, où je devrais mettre plus d'explications pour démêler tout ça? Une fois que j'ai toutes mes idées, tous mes liens, je sais que l'essence du message que je veux transmettre est là. Maintenant, je m'intéresse à comment je le fais. Maintenant, je m'intéresse à le contenant. Les phrases que j'ai utilisées pour transmettre mes idées, est-ce qu'elles sont toutes nécessaires? En français, c'est épouvantable comment on peut être verbeux. En anglais aussi, mais c'est encore pire, je trouve, quand on écrit, quand on rédige en français. Il faut vraiment une phrase qui commencerait par « autrement dit ». Ça n'a pas sa place. Si vous n'êtes pas capable de bien dire une chose la première fois, c'est qu'il faut que vous révisiez votre première phrase. Donc, tout ce qui commence par « autrement dit », tout ce qui est la répétition d'une même idée que vous avez dit auparavant, vous devez améliorer pour que ce soit dit, si c'est possible de le faire, évidemment, en une phrase. Donc, le sens de chaque phrase. Est-ce que c'est la meilleure façon de dire les choses? La précision de chaque mot. On disait tout à l'heure qu'on a souvent beaucoup d'expressions de 8, 9, 10 mots qu'on pourrait résumer avec une expression plus précise de 2, 3, 4 mots qui va faire en sorte que ça va être plus facile à lire. La simplicité. Hein, c'est Albert Einstein qui disait « être simple sans être simpliste ». On croit à tort que être universitaire, être érudit, c'est faire des phrases de 12 lignes que personne d'autre comprend. Si vous êtes incapable de faire comprendre votre sujet à quelqu'un qui n'a pas nécessairement le même background que vous, ben c'est pas bien écrit. Quand c'est bien écrit, pensez au meilleur texte que vous avez écrit, que vous avez lu. Et c'est souvent celui qui vous a fait connaître de nouvelles choses en faisant en sorte que vous ayez l'impression d'être intelligent en le lisant parce que vous compreniez tout ce qui était écrit. Donc, c'est ça votre objectif. Vous voulez écrire simplement des idées compliquées. Est-ce qu'il y a des questions sur la rédaction, les étapes de la rédaction? On va y aller un petit peu plus rapidement, parce que je me rends compte qu'il me reste une demi-heure, présentement 4 heures du matin. Moi, j'aurais une question sur la révision. Oui. J'ai la même technique de rédaction qui est très efficace, mais je me demande, est-ce qu'on doit réviser à la fin de chaque paragraphe, à la fin de chaque chapitre, à la fin de chaque partie? À quel moment est-ce qu'on doit commencer à réviser? Ça dépend du niveau de révision. Si vous voulez réviser l'orthographe, ben ça peut être après chaque... il va y avoir une période de rédaction, puis après, vous pouvez réviser. Mais si vous voulez réviser la structure de votre argumentation, ben là, ça va prendre la section, même le chapitre au complet. Même quand vous allez avoir fini votre thèse, si vous voulez prendre une vue d'ensemble, dire est-ce que c'est vraiment la meilleure façon? Là, encore une fois, il va falloir que tout soit écrit. Donc, ça dépend du niveau de votre révision. Moi, je recommande de varier les tâches toujours, donc varier les étapes de rédaction, faire un niveau de révision le plus rapidement possible, mais pas en même temps. Quand je dis le plus rapidement possible, idéalement pas dans la même période de rédaction. Quand vous consacrez une période de rédaction à planifier ou à écrire,
ben révisez pas. Ou si vous planifiez une période à planifier, ben vous écrivez pas dans cette période-là, vous écrirez à la prochaine. Donc, de bien séparer, d'ériger des frontières étanches entre ces étapes-là, c'est ça qui va nous permettre d'être plus efficaces, là, puis d'être moins anxieux face à la rédaction. Je vais poursuivre parce que je trouve qu'il est très important de démystifier l'inspiration. En fonction des domaines d'études où vous êtes, vous avez plus ou moins des idées préconçues face à l'inspiration. Mais je me retourne encore vers mon ami Stephen King, qui est un auteur littéraire, même pas un auteur scientifique, qui nous dit que les amateurs attendent l'inspiration et que le reste d'entre nous se relèvent les manches et se mettent au travail. Donc, même les auteurs littéraires sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas attendre l'inspiration avant d'écrire. C'est une erreur commune qui dit, bon, moi, je ne peux écrire que si je suis inspirée. C'est faux. Tout le monde peut écrire. Dès qu'on s'enlève la pression d'écrire bien, tout le monde peut écrire mal en étant peu inspiré. Donc, pour moi, attendre l'inspiration, c'est plus une excuse pour procrastiner. Parce que si je me sens mal quand vient le temps d'écrire, c'est que j'ai pas d'inspiration, bien, si j'attends de me sentir bien avant de commencer, ça peut prendre un temps. Cela dit, c'est certain que c'est plus facile d'écrire quand on est inspiré. Ça va mieux. Les idées semblent se défiler. C'est se déposer sur le papier une après l'autre. On se sent bien, on se sent compétent, on se sent bon. Donc, on peut, dans le fond, construire des conditions favorables à l'inspiration, mais on ne peut pas contrôler l'inspiration directement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'inspiration pour écrire, mais ça va tout de même mieux quand elle est là. Donc, pour favoriser l'inspiration, c'est important d'écrire quotidiennement, de prendre une habitude, un peu comme un entraînement physique. Si on veut avoir vraiment des effets sur la capacité cardiovasculaire, il faut y aller 2, 3, 4 fois par semaine. Il faut y aller souvent, il faut faire des efforts, pas nécessairement des efforts drastiques sur une courte période de temps, mais des efforts soutenus sur une plus longue période de temps. Donc, vous devez écrire quotidiennement. Gardez sur vous un carnet d'idées. C'est une impression que j'ai partagée avec beaucoup de gens, selon laquelle les idées vont se pointer souvent quand vous n'êtes pas nécessairement en train d'écrire. Donc, quand vous êtes dans la file d'attente pour attendre votre petit café, quand vous êtes en train d'attendre l'autobus, quand vous êtes en train d'écouter la télévision, vous allez soudainement avoir une idée. Ce n'est pas le moment de sortir votre ordinateur et de vous mettre à rédiger, parce que ces moments-là sont des moments de pause, sont des moments d'arrêt. Mais de garder un petit carnet pas trop loin pour jeter en quelques mots quelle était votre idée, bien, ça va vous permettre de ne pas la perdre et de l'exploiter à votre prochaine période de rédaction. Surmonter le deuil du chapitre terminé. Ça, c'est une impression qu'on peut avoir à la fin d'un chapitre, à la fin d'une section, de dire « j'ai terminé quelque chose, je ne serai jamais capable de faire une autre section ». Donc, une fois qu'une section est terminée, il y a comme une espèce de joie que cette section-là soit enfin terminée, de sentiment de compétence, suivi d'une espèce d'incrédulité, de dire « je ne serai jamais capable de recommencer, d'en refaire une autre ». C'est une impression qui est normale. Moi, elle m'arrive à la fin de chaque paragraphe. Encore aujourd'hui, quand j'écris un paragraphe, puis après, je suis convaincue pendant quelques secondes que je ne serai jamais capable d'en produire un second. Donc, c'est évidemment qu'une impression, ce ne sont que des pensées, ce ne sont pas des pensées qui reflètent la réalité, c'est vraiment un état d'esprit dans lequel on peut se retrouver. À ce moment-là, l'idée, c'est de s'en détacher, de dire ce ne sont que des pensées, elles ne représentent pas la réalité. La preuve, j'ai déjà rédigé des centaines et des centaines de paragraphes dans le passé. On attend que ça passe et pour le surmonter, on commence à écrire quelque chose, on met un mot, on écrit mal. On n'est pas obligé de commencer un paragraphe par le début du paragraphe, on peut commencer juste une phrase, puis après, on voit que le reste s'enfile.
Varier les tâches, comme je disais tout à l'heure. Les gens qui se planifient des 8 heures, là, des journées de 8 heures de rédaction, moi, j'y crois pas. La rédaction en tant que telle, ça devrait jamais être des périodes de plus que 2 ou même 3 heures pour certaines personnes. Mais comme je disais, dans la rédaction, je n'inclus pas la lecture, je n'inclus pas les recherches sur Internet, je n'inclus pas nécessairement la réflexion. C'est vraiment la production, à part dans l'étape de la planification, évidemment. Donc, si vous variez les tâches dans votre journée, vous allez être plus apte à écrire dans votre période de rédaction. Si vous variez les tâches de rédaction d'une période à l'autre, donc interchanger entre planifier, rédiger, réviser, ça va vous aider à garder un train plus intéressant. Puis, si vous écrivez plusieurs sections en parallèle. Comme ça, si vous avez, je ne sais pas, une introduction et une méthode et une section résultat à écrire, commencez tout. Puis, à un moment donné, si vous bloquez à quelque part, ben au moins, vous pourrez continuer une autre section, puis y revenir un petit peu plus tard quand vous serez dans les meilleures dispositions. Et enfin, arrêtez-vous sur une pente descendante. Ça revient au fait que quand votre période de rédaction est terminée, vous arrêtez. Et si vous aviez encore des idées, ben c'est de dire, je m'arrête dans une pente descendante, je mets le frein à bras, puis j'écris mes idées sur un bout de papier, je m'en vais. Comme ça, quand je vais reprendre, j'aurai juste besoin de lâcher le frein et ça va continuer tout seul parce que mes idées sont déjà là. Je n'aurai pas la pression de me demander quoi écrire parce que mes idées vont être déjà trouvées. Et enfin, parlez de votre sujet. Je pense que la solitude, le fait d'être tout seul dans son coin, le fait de penser qu'il n'y a personne d'autre qui va comprendre de quoi vous parlez ou personne ne s'intéresse vraiment à ce que vous faites, je pense que c'est un des pièges. Le fait de parler de son sujet, de votre sujet, va vous inspirer. Vous pouvez en parler avec des collègues, mais vous pouvez en parler aussi avec votre famille. Ça va vous permettre de vulgariser, de vous aider à simplifier vos concepts, à aller à l'essence même de ce que vous voulez dire. Vous pouvez en parler avec des gens qui sont plus avancés. Ça va vous encourager à aller de l'avant. Vous pouvez en parler avec des gens qui sont moins avancés que vous. Vous allez pouvoir justement échanger ça. Ah oui, c'est vrai, l'année passée, il y a 2 ans, j'étais à ce stade-là. J'étais angoissée pour telle raison. J'ai surmonté de telle façon. Donc, c'est fou comment on est toujours projeté vers l'avant et ce qu'on a fait dans le passé, ça n'a jamais de crédit, ça n'a jamais d'importance. Donc, de parler avec des gens qui sont un peu moins avancés que nous, ça nous permet de réaliser tout le chemin qu'on a parcouru. Donc, voilà pour l'inspiration. Je serais prête à parler de la procrastination, à moins qu'il y ait une question. Ça va? Diminuer la procrastination. Évidemment, la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard. Je ne me sens pas capable de faire quelque chose aujourd'hui ou à ce moment même, je vais faire autre chose. Il y a des procrastinations qui sont évidentes, donc j'arrête d'écrire pour aller voir mon statut Facebook, versus des procrastinations qui semblent plus légitimes. J'arrête d'écrire pour aller lire un petit peu plus sur mon sujet. Et là, je lis un petit peu plus et un petit peu plus et un petit peu plus et je me sens jamais assez compétente pour écrire, donc j'écris jamais. Ça aussi, c'est une forme de procrastination. Les tâches de rédaction figurent évidemment parmi les activités universitaires qui sont le plus procrastinées. Les raisons sont simples. Il y a toujours de l'anxiété derrière le fait de rédiger la thèse. Et c'est normal. Pour la plupart d'entre vous, j'espère, c'est la première thèse que vous écrivez. Donc, il y a la peur de l'inconnu, c'est normal. Peur de ne pas réussir, de ne pas être capable, de ne pas être assez bon. Hein? On en arrive à un niveau supérieur. On peut toujours se demander, est-ce que je suis assez bon, assez bonne pour réussir à ce niveau-là? C'est beaucoup de responsabilité, une thèse. C'est vraiment une partie, souvent le tiers, la moitié des crédits d'un programme doctoral est consacré à la rédaction de la thèse. Les instructions pour réussir ne sont pas toujours claires. Il n'y a pas « faites telle étape en premier, vous allez avoir une note, après ça, vous allez pouvoir passer au second niveau, recevoir une autre note. » Si c'était ça, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous en parler. Et l'enjeu est majeur. C'est un doctorat. C'est votre réussite.
Il n'y a personne qui a, à part en médecine, il n'y a personne qui a des doctorats sans écrire une thèse ou un mémoire ou un essai doctoral. Donc, l'enjeu est vraiment majeur. C'est normal que ça provoque de l'anxiété. Si ça ne provoquait pas d'anxiété, c'est là que vous seriez un petit peu bizarre. Donc, on fait attention à la procrastination, on fait attention à nos pièges personnels de procrastination. Le meilleur, c'est regarder ses courriels. Je vais juste regarder mes courriels. Après ça, je commence. Il n'y a personne, n'importe où dans le monde, qui n'a jamais juste regardé ses courriels. S'il y a quelque chose d'intéressant, on y répond. S'il y a un lien intéressant, on clique, on va voir. Ça ne prend jamais 2 minutes regarder ses courriels. Donc ça, on va arrêter de se leurrer là-dedans. Pourquoi c'est problématique, la procrastination? C'est que la perception de difficulté associée à la rédaction d'un document va augmenter en fonction de l'intervalle de temps qui s'est écoulé depuis que vous y avez travaillé pour la dernière fois. Donc, plus une tâche est procrastinée, plus elle devient épeurante. Je vous l'illustre. Dans le fond, plus j'évite de faire une tâche, je la procrastine, plus elle devient monstrueuse parce que plus elle devient monstrueuse, plus elle provoque de l'anxiété. Plus elle provoque de l'anxiété, plus je vais vouloir l'éviter. Donc, quelque chose qui était pas si pire au départ, mais que j'ai procrastiné parce que j'avais pas le goût, bien là, le cerveau, il déduit tout de suite que si j'avais pas envie de le faire, c'était parce que c'était difficile. Et c'était parce que peut-être que j'ai pas les compétences pour le faire. Donc là, on est en train de monter notre monstre. On est en train de le mettre au monde. Donc, la prochaine fois que je vais vouloir m'y mettre, si c'était trop difficile, j'ai peut-être pas envie de faire une tâche difficile à ce moment-là. Donc, je vais la procrastiner, je vais la remettre à plus tard, quand je vais être plus en forme, quand je vais avoir plus le temps. Et là, plus on la remet, plus on lui donne un statut à cette tâche-là de tâche trop difficile, de tâche au-delà de nos compétences, de tâche qui prend vraiment un état d'esprit extraordinaire pour être en mesure de la réaliser. Et il y a des tâches qui sont procrastinées pendant des semestres entiers, pendant des années entières. Imaginez, si je n'ai pas été capable de m'y mettre pendant une année entière, ça doit être que c'est vraiment épouvantable. Ça doit être que je ne serai jamais capable de la faire. Et ainsi, vous avez transformé une tâche banale en un monstre que vous ne voulez pas affronter. Conséquence, le seul fait de travailler sur sa thèse à toutes les semaines, 2, 3, 5 fois semaine en fonction de votre horaire, va vous rendre le travail plus facile. Juste le fait de bloquer du temps, juste le fait de rouvrir votre document, pas besoin d'être intelligent, pas besoin d'écrire quelque chose de bon, juste le fait de vous y remettre à tous les jours, puis tous les jours, pour moi, ça veut dire 5 jours semaine, là, va rendre la rédaction de la thèse plus facile. Question? Non? Peu importe ce que vous écrivez réellement. Donc, évidemment, tout le monde procrastine. C'est pas de dire qu'on veut éliminer complètement la procrastination, ça ferait juste nous donner une pression de plus, on n'en a pas besoin. C'est plus d'évaluer vos propres habitudes, quelles sont les tâches que vous procrastinez davantage, dans quelle situation vous êtes plus à risque de procrastiner, est-ce que c'est à la veille d'un congé, est-ce que quand vos objectifs sont trop grands, vous avez tendance à procrastiner, est-ce que c'est quand les dates limites approchent, est-ce que c'est justement quand vous n'avez pas de date limite, souvent quand on n'a pas de balise comme ça, là, c'est là qu'on a de la misère à organiser son travail. Donc, identifiez dans quelle situation vous êtes le plus à risque de procrastiner. Et là, vous avez 2 stratégies. La première, c'est de créer un contexte impropre à la procrastination parce que c'est plus facile d'éviter de procrastiner que d'arrêter de procrastiner une fois qu'on est dedans. Définissez un endroit particulier où vous allez écrire. Puis une fois que vous l'avez, pensez à un deuxième. Parce qu'il peut y avoir des travaux, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir un voisin dérangeant dans le premier, comme ça. Et vous ne laissez rien à l'improvisation, laissez rien vous déranger. Ensuite, cet endroit-là, vous le rendez fonctionnel. Donc, de quoi on a vraiment besoin pour écrire? Là, un ordinateur, peut-être la pile d'articles, peut-être un logiciel particulier. Et ensuite, rendez-le agréable et invitant.
Donc, mettez des photos, avez-vous besoin de musique? Est-ce que la musique vous déconcentre ou elle vous aide? Avez-vous besoin d'un café pour écrire? Et c'est pas obligé d'être austère et c'est pas une chambre de torture, là. On va écrire, c'est supposé être plaisant. Ensuite de ça, pardon, apprenez à dire non. C'est-à-dire que ne laissez pas... C'est plus facile quand un collègue passe et dit « Viens-tu prendre un café? » C'est plus facile de dire oui. Pas surtout pendant une période de procrastination, période de rédaction, vous voyez. Il faut apprendre à dire non, à reporter, à dire « Ah, c'est une bonne idée, j'aimerais ça, mais je suis prise. » Vous n'avez pas besoin de dire « Je me suis bloquée une période de rédaction, ça va faire un peu bizarre. » Je veux dire « Je suis prise, j'ai un rendez-vous jusqu'à 2 heures. » Planifier des périodes de rédaction relativement courtes, mais régulières. C'est plus difficile. En fait, c'est plus facile de procrastiner un 8 heures consacré à la rédaction, parce que ça a l'air épouvantable, 8 heures, qu'à dire une demi-heure. Une demi-heure, capable de faire ça. Il n'y a rien là. Donc, une demi-heure va mener... L'accumulation de toutes les demi-heures, dans le fond, va mener à un produit, un travail plus efficace qu'un 8 heures procrastiné. Et enfin, déterminer tous vos types d'objectifs, on en a parlé, de façon spécifique et réaliste. Plus mon objectif est plus petit, moins je vais avoir tendance à le procrastiner parce que plus je vais me sentir en mesure de le faire. Tout ce que vous procrastinez, revenez à vos objectifs. C'était peut-être pas réaliste, surtout si vous êtes particulièrement découragé, angoissé, vous avez reçu les commentaires de votre directeur, vous a mis complètement à terre, bien, réduisez vos objectifs. Dans ce temps-là, les gens vont vouloir se fouetter. Hein, se dire, bon, ben, je dois être meilleur, je dois écrire plus, je dois faire mieux. Bien, ça, on fait juste augmenter l'anxiété. Dans ce temps-là, diminuez vos objectifs. Je dois être indulgent envers moi-même. J'ai reçu un coup dur. C'est pas le moment de m'en demander. Déjà que le contexte m'en demande beaucoup, c'est pas le moment d'en mettre plus. Je fais des petits objectifs. L'important, c'est que j'avance, peu importe la vitesse. Ah oui, bon. Si vous êtes vraiment pris dans un cycle de procrastination, vous définissez vos objectifs, puis une fois qu'ils sont définis, vous les réduisez de 50 %. C'est vraiment un bon truc là, pour se dire, bon, là, ça y est, là, je vais être capable. Il vaut mieux faire 2 petits objectifs dans une période qu'en avoir un grand puis pas le faire du tout, ou pas le faire au complet. Une fois que vous réalisez que vous procrastinez, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais encore une fois, il ne faut pas dramatiser. Tout le monde procrastine. L'antidote par excellence à la procrastination, c'est l'action. L'action détruit la procrastination. Peu importe sa forme. Donc, une action, ça peut être écrire une phrase, planifier une section, définir un objectif, juste rouvrir le fameux document thèse.doc, reprendre sa pile d'articles, regarder ses résultats, etc. Au lieu de dire « aujourd'hui, j'ai procrastiné, j'ai vraiment gâché ma journée, mais dès demain, je vais le refaire », qui est une procrastination en soi, faites une petite action dès maintenant. Il me reste 2 thèmes à aborder. Je vois qu'il me reste 10 minutes. Je vais aller rapidement, puis à la fin, si vous avez des questions, je vais rester. Vous pourrez venir me voir si vous avez le temps. Je ne sais pas si vous avez le temps. On va parler de perfectionnisme. Parce que c'est une attitude qui est très répandue dans les campus universitaires, que je réalise de tout le monde. Donc, dans les mythes universitaires et les autres légendes urbaines, on croit que plus un auteur est expérimenté, plus il écrit un bon texte du premier coup. Le corollaire de ça, c'est que si vous avez de la difficulté à écrire, ça doit être parce que vous n'êtes pas bon. Donc, c'est complètement faux. Le sentiment pendant la rédaction, donc fierté, enthousiasme versus anxiété et dévalorisation, est un bon indice de la qualité du texte produit. On a l'impression que si on a de la difficulté à écrire, c'est nécessairement ce qu'on produit est mauvais, tandis que quand ça s'écrit tout seul, c'est bon. Les deux sont faux. On peut écrire difficilement un bon texte et on peut écrire rapidement quelque chose de complètement mauvais. Il faut attendre de se sentir compétent dans un domaine avant de commencer à écrire. Ça, j'espère que je vous ai convaincu que ce n'était pas vrai. La personne perfectionniste est disciplinée et rigoureuse. Pour moi, ça, c'est pas vrai. Parce qu'être discipliné et rigoureux, c'est faire des périodes de rédaction claires, courtes. C'est faire des objectifs précis, réalistes. La personne perfectionniste, ses objectifs sont complètement irréalistes parce qu'elle vise toujours la perfection.
Et pour réussir une carrière universitaire, il faut être perfectionniste. Et malheureusement, ce dernier énoncé-là est faux et vrai aussi. Et je m'explique. Dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs versions de perfectionnisme. Il y a un perfectionnisme qui est productif, qui va nous aider justement à produire de la nouvelle connaissance, à écrire des choses intelligentes. Et il y a un perfectionnisme qui est contre-productif. Pour différencier les deux, on va regarder un peu nos standards de performance. Est-ce qu'ils sont élevés, ce qui est une bonne chose, versus irréalistes? Est-ce que quand je me mets à la tâche, j'ai une perception de défi, de dépassement de moi? Est-ce que quand j'entreprends ma thèse, j'ai l'impression que je me dis c'est difficile, mais je vais surmonter, je vais y arriver, alors que quand on a un perfectionnisme improductif, on a plus l'impression d'être incompétent, d'être pas assez bon pour, et un sentiment d'imposteur. C'est-à-dire, ils ont dû se tromper quand ils m'ont admis dans ce programme-là parce qu'il n'y a pas de possibilité que je puisse réussir. Là, on est plus dans le perfectionnisme contre-productif. Un perfectionnisme productif va produire des objectifs clairs, tandis que l'autre, des objectifs plus flous. Et la meilleure façon de savoir si vous êtes dans un mode de perfectionnisme productif, c'est que vous avez un sentiment d'accomplissement fréquent. Vous franchissez les étapes, ça va bien. C'est difficile, oui, vous suez à grosses gouttes, mais vous avancez. Tandis que le perfectionniste, qui est plus dans un mode non productif, va se sentir plus souvent anxieux, va être gêné de parler de son travail, va se sentir en colère, va avoir l'impression que tout le monde avance plus vite que lui, va se sentir déprimé, dépressif, peut mener jusqu'à de l'épuisement et peut avoir toujours un sentiment obsessionnel de just not right. Donc, la phrase écrite n'est jamais assez bonne, n'est jamais assez parfaite. Donc, cette personne-là peut passer des heures et des heures à changer une phrase, à changer les couleurs dans une présentation. Et là, ça devient vraiment contre-productif. Je compare souvent le perfectionnisme à une secte. Je vais passer vite parce que c'est le culte de la perfection. Les idéaux à atteindre sont séduisants mais irréalistes. On méprise le bien-être de la personne au profit de la doctrine. Les règles à suivre sont absolues et inflexibles. La promesse on a la promesse d'un nirvana en échange de sacrifices infinis. Et l'attitude demeure malgré les preuves de l'inefficacité et des effets néfastes, un peu comme si la personne avait subi un lavage de cerveau. Donc, et le temple par excellence de ce culte, c'est évidemment le milieu universitaire. Donc, vous êtes dans la secte, vous faites attention de ne pas vous faire prendre. Et pour sortir de la secte, il faut se rendre compte que le perfectionnisme, délaisser le perfectionnisme, ça ne veut pas dire devenir brouillon, désorganisé, paresseux ou bâclé. J'ai souvent des étudiants sous ma direction qui s'étonnent de voir à quel point je suis exigeante à propos de la qualité du travail qu'ils doivent produire. C'est qu'ils n'ont absolument pas compris l'essence de mon message. Moi, je veux que vous produisiez le meilleur travail que vous puissiez produire, mais je veux que vous le fassiez de la façon la moins douloureuse possible et la façon qui va vous permettre... Un doctorat, c'est un marathon, c'est sur une longue période. Donc, si vous faites des sprints constamment, vous allez vous épuiser. Donc, ce n'est pas du tout l'abandon de l'idéal ou de la volonté d'accomplir de grandes choses, c'est plutôt d'adopter une routine de rédaction réaliste, d'adopter de la discipline, de la rigueur, de l'organisation quand vient le temps de rédiger pour pouvoir être complètement indiscipliné et fou quand vous allez pouvoir arrêter de rédiger et désorganiser. C'est de garder une attitude d'indulgence et de bienveillance. Écrire, c'est difficile. Écrire une thèse, c'est extra difficile. Donc, vous vous êtes engagé dans ce processus-là, vous êtes bon. Vous devez vous dire que vous êtes bon si vous voulez continuer. Que vous marchiez un pâté de maison ou tout le chemin de Compostelle, la distance parcourue avec un pas demeure toujours la même. Donc, si vous essayez de faire des pas plus grands parce que vous trouvez que vous avez des trop petites jambes,
vous allez seulement risquer de vous blesser, de tomber en pleine face. Vous n'avez pas besoin de faire de meilleurs pas, vous n'avez pas besoin de meilleurs pieds, donc vous n'avez pas besoin d'un nouveau cerveau, vous n'avez pas besoin d'être une autre personne que celle que vous êtes déjà. C'est vraiment avec la discipline avec laquelle vous alignez une grande quantité de pas, donc une grande quantité de petits objectifs réguliers l'un devant l'autre qui va déterminer la distance que vous parcourez. Et enfin, n'oubliez pas de discuter et de savoir-vivre. Ne restez pas enfermé dans le doctorat 24 heures sur 24, de grâce. Les pièges, s'enfermer. Si vous avez de la difficulté, ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas. Tous les étudiants au doctorat, à un moment ou à un autre, et d'intensité variable, vont rencontrer des difficultés. Vous n'êtes jamais seul. Ne croyez pas que vous êtes seul. Ne croyez pas que c'est parce que vous n'êtes pas bon que vous avez de la difficulté à écrire. Écrire, c'est difficile, point. Arrêtez de croire que vous en faites jamais assez. Planifiez vos objectifs, vous allez voir que oui, ça va être long, mais qu'il y a un début, un milieu et une fin. Et ne donnez pas votre vie à la recherche. Il y a plein d'autres choses dans la vie qui sont encore plus intéressantes et qui vont vous ressourcer, de sorte que vous allez être encore plus disposé quand vous arrivez au travail. Mon ami me disait, moi, j'arrête pour dîner et j'arrête à 4 heures, 5 heures, 6 heures parce que j'aime mon travail et parce que je veux avoir envie d'y retourner par la suite. Donc, si vous ne me croyez toujours pas, vous n'avez pas besoin. Allez lire sur la rédaction. Vous avez ici une série d'auteurs, des citations d'une série d'auteurs qui vraiment transmettre toujours l'idée qu'écrire, c'est difficile. Allez voir ça, allez voir que vous n'êtes pas tout seul et que la solution, dans le fond, la recette pour arriver à écrire, c'est vraiment de s'asseoir et de taper sur le clavier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très réconfortante, je crois, pour les doctorants que vous êtes. Après tout, vous êtes des gens normaux, finalement, et vous devez vivre normalement. Donc, peut-être qu'il y a encore une ou deux questions pour cette dernière partie. Merci. Ouedraogo Saïdou, Université de Rennes 1, deuxième année, thèse en sciences de gestion, option marketing. Je voudrais savoir, c'est vrai que ça dépend des individus, mais en tant que psychologue, vous avez eu à dire qu'il faut des périodes courtes et régulières. Et quel est le temps qu'il faut à peu près en moyenne pour permettre à un individu de pouvoir rédiger? C'est 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, à peu près, en moyenne, quoi, en moyenne. C'est vrai que ça dépend des individus. Je peux vous dire que ma situation idéale pour moi, c'est 2 heures par jour. Mais c'est mon travail, je suis professeure, ça fait partie de mes tâches de rédiger. Je peux vous dire aussi qu'il y a eu un été où j'étais au doctorat, où écrire ma thèse me donnait tellement mal au cœur que j'écrivais seulement 4 lignes par jour et que mon objectif était d'écrire 4 lignes. Donc, entre 4 lignes, qui peut s'écrire en 5 minutes, et 2 heures, il y a tout un monde. Puis là, on parle de la même personne. La période qui va fonctionner, ça va être la période où vous allez vous sentir le mieux en ce moment. Donc, en fonction de votre horaire. Essayez-le. Est-ce qu'en ce moment, vous avez la chance de pouvoir vous bloquer des périodes de 2 heures? Faites-le. Si vous avez justement une année complète consacrée à la rédaction, je pense que 2 heures à tous les jours, c'est un bon rythme. Est-ce que vous avez des cours, un travail à temps plein qui fait en sorte que vous ne pouvez pas vous permettre? Réduisez à une demi-heure. Ou est-ce que vous avez vraiment beaucoup de temps, puis quand vous arrivez pour rédiger 2 heures, vous vous rendez compte que vous procrastinez, vous vous sentez angoissé, ça ne marche pas? Réduisez à ce moment-là. Donc,
en fonction du temps que vous avez, vous pouvez commencer avec 2 heures. 2 heures, c'est pas trop long, c'est pas tout un avant-midi, c'est pas tout un après-midi. On a le temps de faire autre chose. On est capable de disparaître de la surface de la Terre pendant 2 heures. Il risque pas, même si on répond pas au téléphone ou si on regarde pas nos courriels, il risque pas y avoir d'urgence trop importante. Essayez 2 heures si vous pouvez vous permettre, mais c'est vraiment pas une prescription, là. C'est vraiment pas il y a vraiment beaucoup de différences individuelles, puis même chez une même personne, il y a des variations en fonction du contexte. Bien, je crois qu'on peut poursuivre la discussion pendant la pause. Hein. Tout le monde a peut-être besoin de se rafraîchir. Donc, retour ici dans un quart d'heure, puisque la pause prévue est d'1 quart d'heure, pour la seconde conférence de la matinée. Je me trompe.